Bonjour Thibaut, Bonjour Benjamin. je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire ce deuxième épisode du podcast avec moi. Merci de l'invitation. On se connaît depuis 2008-2009 environ et on a eu l'occasion de faire quelques roulades ensemble, monter quelques projets, etc. Et on a gardé contact depuis, on se tient régulièrement informé de ce qu'on devient. Et justement, il y a quelques temps, on pourrait dire que tu as lancé une opération de changement, un changement de carrière, un changement de vie. Et l'idée de ce podcast et ce deuxième épisode ensemble, c'est de revenir le temps où on sera ensemble sur cette évolution. Et ce que j'aimerais dans ce temps, c'est que tu nous partages un petit peu comment tout ça, ça s'est mis en place. Quelles ont été les réflexions, les déclics, s'il y a eu des obstacles, comment tu as géré ça, et puis qu'on fasse le tour de tout ça, c'est-à-dire comment c'est arrivé et comment ça se passe et comment ça s'articule. Ok, avec grand plaisir. Donc si tu pouvais nous situer un peu quitté de base, d'où tu viens, ton âge, où tu vis maintenant, situation familiale. Alors, je m'appelle Thibaut. Je suis né à Colmar, dans le Haut-Rhin, en France. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'habite à Grenoble. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du Thibaut jeune? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui se passait pour ce jeune Thibaut en devenir? Quand j'étais jeune, j'aimais bien faire du sport. Enfin, le sport, ça a toujours été une constante pour moi. J'étais inscrit au club de foot dès mes 4 ou 5 ans, je crois. Après, j'ai fait beaucoup de ski parce que mes parents faisaient du ski. Dans la famille du côté de ma mère, j'avais mon grand-père qui faisait beaucoup de ski, des grands-oncles qui étaient moniteurs de ski aussi. Donc voilà, toujours été bien pris dans le sport. J'étais au sport-études, ski de fond au collège et après sport-études foot au lycée. Deux milieux en plus qui ont rien à voir, mais voilà, je me suis adapté. J'aimais être au contact de la nature. Quand on était gamin, on construisait des cabanes dans la forêt avec les copains. Moi, j'aimais bien bricoler dehors, ramasser les feuilles, jardiner, construire des trucs. Voilà, j'aimais bien quoi. Être dehors, c'était un milieu où j'étais à l'aise et ça me plaisait. Pourquoi? Bah ça, je pense que c'est lié à mon éducation, à mon background. J'ai des parents qui aiment bien aussi faire l'aventure, faire du sport. On a été baladés en vacances dans pas mal d'endroits à nous faire bah, du coup du ski, du canyoning. Voilà, pour situer un peu les choses, moi j'ai fait ma première vallée blanche, donc c'est un itinéraire de ski hors piste à Chamonix, j'avais 8 ans. Et mes parents, ils m'ont emmené là-dedans, peut-être un peu inconscient, mais voilà, pareil, j'ai fait du canyoning, j'avais 8 ou 10 ans, donc je pense que c'est l'éducation qui fait que, ben, un petit peu, ouais, toujours motivé par faire des randos, être actif dehors. À l'inverse, par exemple, j'ai pas du tout pratiqué de musique, de théâtre, d'autres activités culturelles, mais voilà, c'est l'éducation et l'environnement qui fait ça, sans regret. Mais je pense que c'est beaucoup lié à ce qu'on aime faire et à nos choix. Donc là, on parle d'une période de quel âge à quel âge à peu près? Donc globalement, c'était les années école primaire, collège. Après, la période lycée, bah, il y a eu un petit peu plus l'aspect festif qui est rentré en ligne de compte. Ah, parce que pareil, j'avais un environnement qui était dans cet état d'esprit-là et on faisait beaucoup la fête avec les copains. Il y avait cette association dont
connaît Nightology qui nous a pas mal occupés. Mais du coup, durant cette période festive, j'ai pas arrêté de faire du sport, quoi. Je faisais toujours du foot, je faisais toujours du ski, mais plus en mode loisir. Et ben voilà, je faisais la fête, mais comme beaucoup de lycéens, étudiants de cet âge-là, quoi. On découvre les limites, on pousse le bouchon un peu trop loin, on fait des roulades, on fait des rencontres. Et c'est une belle période je trouve, d'émancipation de la vie. Vraiment chouette. Donc là, on est autour de la vingtaine, on va dire. Ouais. Ok. Après mon lycée, je fais 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles à Strasbourg. Quel type d'études t'as poursuivi et qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? Et ben, quand on arrive à la fin du lycée, il y a la grande question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard qui est posée. Et moi, j'en savais rien, mais j'avais des bons résultats à l'école et j'avais fait un bac scientifique avec une option SVT parce que j'aimais bien la science et vie de la Terre. Déjà à l'époque, c'était une matière que j'aimais bien. Comprendre le vivant, le milieu qui nous entoure. Et donc, après le bac, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je savais pas trop. Il y avait toujours cette dimension sportive qui était là, mais je savais pas trop quoi en faire parce que j'avais des bons résultats et puis mes parents, mon entourage me poussaient à faire des études plutôt longues et voilà, c'était aussi l'environnement, le milieu qui dit bon bah si tu es capable, fais des études. Et donc je suis parti dans cette voie-là de classe préparatoire aux grandes écoles, mais sans avoir idée de ce que c'était le métier d'ingénieur, ni quelle école pour faire dans quel domaine. Donc je suis parti à Strasbourg faire 2 ans de classe préparatoire. C'était 2 ans pénibles pour moi. Bosser très dur. En tout cas, pour moi, c'était dur. Ou en plus, au lycée, j'avais des bonnes notes sans trop me fouler. Là, en prépa, on arrive avec des gens qui ont clairement plus de neurones que nous, dont c'est pour certains facile et qui ont des bonnes notes. Donc voilà, on change un peu de dimension. Et puis surtout, on nous fait croire que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, que il faut un peu tout arrêter, que c'est 2 ans très durs pour se consacrer à des études et des matières très abstraites. 13 heures de maths par semaine, 11 heures de physique par semaine. Après, c'est ce que j'avais choisi, mais et dont on ne voit pas, on va dire, l'utilité à cette période-là, en tout cas. On nous dit que ça va servir. Si, ça nous sert à comprendre le monde qui nous entoure, en tout cas la physique, la chimie, mais les mathématiques, moi, j'avais plus de mal. Donc, voilà. Je fais ces 2 ans de prépa et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur à Nancy qui s'appelle l'École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation. Elle a changé de nom, en fait, entre les deux. Est-ce que là, du coup, à la fin de ta prépa, l'orientation vers cette nouvelle école, est-ce que ça a été un choix plus établi qu'après le lycée ou est-ce que tu as suivi un peu dans la lignée comme tu avais fait quelques années auparavant? Non, là, c'est plutôt un vrai choix parce qu'en fait, en sortie de classe préparatoire aux grandes écoles, c'est des concours. Et donc, il y a des écoles qui sont, on va dire, sur les concours un peu standards, avec des écrits, des oraux. Et cette école-là, l'oral était différent. Il fallait se déplacer parce qu'ils faisaient un oral différent. Et en fait, l'oral, c'était on avait 10 minutes de présentation individuelle et puis après, on était par groupe de 4, il me semble, et on devait construire, je crois que c'était, la tour la plus haute possible avec des spaghettis et des chamallows. Et cette dimension de travail en groupe, de collectif et de résolution de problèmes, concrètes, elle m'a tout de suite plu en comparaison des oraux classiques où c'était, en gros un problème de maths à résoudre
Voilà. Donc cette dimension un peu plus portée sur l'humain et sur les capacités à travailler en équipe, elle m'a tout de suite plu. Et je me suis dit: «Ah tiens, ouais, ça me plaît, quoi». Et puis en plus, c'était à Nancy, donc pas trop loin de là où j'habitais à l'époque. Donc ça me plaisait bien aussi. Comment se passe cette période de temps en école d'ingénieur? Alors moi je l'ai très, très bien vécu. Donc l'école, d'ingénieur, c'était 3 ans pour arriver jusqu'à bac+5 au niveau master. Et au milieu, j'ai fait 1 année de césure, donc le la période, elle a duré 4 ans. Mais pour moi, c'est une vraie période, de découverte, d'émancipation et d'introspection. En fait, cette école, c'est une école, qu'on appelle généraliste, dont le credo était un petit peu de se dire, en fait, c'est quoi un ingénieur? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, avant tout, donc qui va être, amené à prendre des décisions, à travailler avec, l'humain et pour, prendre des décisions éclairées, travailler, en équipe, il y a besoin un minimum de se connaître soi-même, de connaître, comment c'est quoi nos valeurs, comment on interagit avec, les autres et qu'est-ce qui nous plaît. Donc elle avait, une dimension, de développement personnel. Donc on avait, pas des notes, mais des appréciations, qui pouvaient être, éliminatoires en quelque sorte. On pouvait se faire sortir de l'école si on n'avait pas engagé des moyens suffisants. Donc c'était pas une obligation de résultat, mais c'était une obligation de moyens à mettre en œuvre pour, développer, enfin se développer, se connaître, comment interagir avec les autres. Et donc ça a été un petit peu un point de départ de ce qu'on peut appeler du développement personnel. Donc on était suivis par, des coachs, ou en tout cas un référent, si on peut appeler ça comme ça, et qu'on pouvait aller le voir pour aborder des problématiques, de développement personnel, global. On a beaucoup travaillé en groupe. Quasiment, toutes nos matières, on avait des rendus à faire en groupe. Et puis il y avait une dimension qui était aussi intéressante, c'était, l'innovation. C'était une des spécialités de l'école et donc ça me plaisait aussi. Par exemple, un des exemples qui est intéressant dans cette formation, c'est les langues, l'auto-apprentissage de l'anglais. Donc l'idée, c'est de se dire: «On va pas vous apprendre l'anglais, de manière scolaire, c'est même plutôt l'inverse. Vous allez essayer de désapprendre, la façon scolaire que vous aviez, pour apprendre l'anglais et vous allez vous tester et tester les différentes manières qui peuvent vous correspondre pour, apprendre l'anglais». Donc on était accompagnés sur la manière de comment apprendre et pas sur qu'est-ce que vous allez apprendre, sur le fond. Et ça, c'était chouette. Donc voilà, la 1re année, tu es en binôme, après tu es en groupe et après tu es tout seul en 3e année. Mais voilà, ça montre, un petit peu la volonté de l'école de se dire: «En fait, on n'apprend pas tous de la même manière». Il y en a, c'est, plutôt du visuel, plutôt besoin d'écrire, regarder des séries et donc c'est un peu cette, recherche de comment, tu apprends le mieux qui était intéressante. Donc ça, c'est un des exemples, de l'originalité de l'école. Tu as parlé d'une année de césure? J'ai effectué 1 année de césure et en fait, c'était dans la continuité du développement personnel et ouais, de la découverte du monde. C'est-à-dire, ça a commencé, par, il faut te connaître, toi-même et puis après on lit des bouquins, on se renseigne et moi j'avais envie aussi de découvrir un peu le monde et de découvrir ce qui se faisait, ailleurs. Maintenant que j'avais un peu mis le doigt sur, se connaître, soi-même et puis j'avais aussi envie je m'étais rendu compte en fait en se développant personnellement, je m'étais rendu compte que mes choix de vie, ils avaient été toujours très orientés par mon environnement. Je m'étais toujours plus ou moins adapté à mon environnement. À savoir, ouais, tu fais du foot parce que les copains font du foot, tu fais du ski parce que ta famille fait du ski, tu es parti faire, une prépa parce que c'était tes parents, tu fais la fête parce que c'était tes amis qui faisaient la fête et donc j'ai eu ce constat et je me suis dit: «Mais en fait,
tiens, qu'est-ce que ça donnerait si tu te retrouvais tout seul à l'autre bout du monde? Et c'est un peu ce que j'ai voulu tester. Je me suis dit, bon, ben, je pars seul, avec mon sac à dos, et puis je vais découvrir le monde, mais sans environnement connu, quoi. Et donc, je suis allé faire cette césure en Amérique du Sud. La césure, elle est proposée par l'école ou tu l'as fait de toi-même? Non, la césure, elle est encouragée par l'école. C'est-à-dire que il y a certaines écoles, dont la mienne, ils disent, bah, vous pouvez aller faire une césure pour travailler à l'étranger, pour étudier à l'étranger, c'est faire une année d'études en plus qui n'est pas forcément dans le cursus. Et moi, j'avais envie ni de travailler, ni d'étudier, mais voilà, je leur ai vendu de me dire, j'ai besoin de cette césure pour me découvrir et approfondir mon développement personnel, mais je veux être absolument libre, comme je l'expliquais tout à l'heure, sans contrainte. Et ils m'ont dit, bah, aucun problème, ce qui est, je pense, unique pour une école d'ingénieur. Et la seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est d'écrire un rapport sur qu'est-ce que j'avais appris sur moi à la fin de cette césure. Un rapport que j'ai effectivement écrit et que je relis encore aujourd'hui de temps en temps parce qu'il est très riche d'enseignements. Et alors justement, en parlant d'enseignement et pour rentrer un peu plus dans cette césure, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que t'en as tiré? Donc je suis parti en 2012 en Amérique du Sud pour 8 mois. Donc j'ai visité le Chili, l'Argentine, le Pérou, la Bolivie et la Colombie. Pourquoi l'Amérique du Sud? J'avais envie de partir loin. J'avais envie de découvrir une nouvelle langue. J'avais pas envie de partir dans des pays anglophones. Et puis, il y a la dimension montagne. Amérique du Sud, il y a la Cordillère des Andes avec des chouettes montagnes et des belles aventures à faire. C'est là-bas que mon choix s'est porté. J'ai tenu un carnet de voyage très personnel durant ce voyage. Et je me suis aperçu, en fait, à la fin du voyage, que j'écrivais des envies, des suggestions de ce que j'avais envie de faire et oui, simplement de mes désirs, quoi, de ce que je voulais voir et faire. Parce que au bout d'un moment, je suis parti en Argentine, j'ai été relativement seul. Donc, je faisais du stop sur une route désertique pendant plus de 10 jours. Je me suis arrêté dans un ranch avec un cow-boy pendant 2 semaines. Personne ne savait que j'étais là-bas. Mes parents se sont d'ailleurs bien inquiétés à ce sujet-là. Donc c'était une période où voilà, j'étais seul. Et voilà, donc dans ce carnet, je tenais à jour mes envies, mes désirs. Et quand j'ai fait le bilan à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais réalisé quasiment tout ce que j'avais noté un petit peu comme objectif. Et je trouve que c'était une chouette réalisation. Mais bon, j'ai pu faire ça parce que je pense que j'étais tout seul, libre. Et puis, du coup, ça facilite quand même grandement les décisions et les choix. Parce qu'en fait, voyager, en tout cas de cette manière-là, c'est choisir de manière permanente où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, puisque en quelque sorte, tout est permis. Il n'y a pas de contraintes. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Ça m'a ouvert au monde. Déjà, j'ai découvert un autre pays que la France. J'ai découvert que c'était en France que j'avais envie de vivre, que j'étais bien en France, en fait. Le fait de quitter ses attaches, ça nous permet aussi de se rendre compte de ce qu'on laisse, de ce qu'on perd. Et puis oui, ça m'a ouvert sur plein de champs, que ce soit politique, écologique, euh, économique aussi, de voir d'autres pays. Enfin, l'Amérique latine, c'est quand même des pays où il y a des très fortes inégalités. Et ça m'a marqué. Donc, voilà, ça m'a un petit peu aussi renforcé dans mes convictions politiques, ce que j'avais envie de défendre
comme valeur, comme projet pour la suite. Tu passes ce temps en Amérique du Sud, tu reviens et tu dois finir ton école? C'est ça. Donc il me reste 6 mois d'études, 6 mois de stage. Les 6 mois d'études passent super vite. Et ensuite vient le moment de réaliser son stage de fin d'études de 6 mois. Et moi, j'avais envie d'être utile. En fait, c'était surtout ça mon leitmotiv de ce stage, c'est de faire quelque chose d'utile à mes yeux. Et j'avais envie de faire des choses concrètes, donc plutôt dans la production. Et j'ai un membre de ma famille qui dirigeait une entreprise dans les Vosges, dans la production de fibres de polyester. Et donc, je suis allé faire mon stage dans cette entreprise-là. C'était un projet d'économie circulaire et qui me semblait vraiment sensé, utile. L'idée, c'était de recycler les couettes, oreillers et draps plats qui sont utilisés dans les hôpitaux, dans les hôtels, parce que en fait, on ne sait pas les recycler. Ils sont composés de polyester et de coton, ce qu'on appelle en mélange intime. Et donc, comme ils sont en mélange intime, on n'arrive pas à séparer le polyester et le coton, tout du moins à l'époque de ce stage. Et donc, l'idée du patron, c'était de monter un projet pour pouvoir séparer le coton du polyester via un procédé chimique et réutiliser le polyester pour le refiler et voilà, se lancer dans l'économie circulaire de ces produits-là. Donc il y avait deux grandes phases de ce projet-là. La première phase, c'était à partir de polyester recyclé, c'était apprendre à filer ce polyester pour en faire des draps. Donc c'était acheter toute une ligne de fabrication de Chine, la ramener dans une usine des Vosges et démarrer cette production. Et dans un deuxième temps, à partir de linge plat, réintégrer ce polyester dans cette ligne de production et valoriser le coton. Ça, c'était un projet, on va dire, très global à l'échelle de 6-8 ans. Et moi, j'ai travaillé sur vraiment la première phase, à savoir démarrer une usine de fabrication. Donc, depuis zéro, quoi. Une usine vide. On réceptionne 40 conteneurs de bateaux, des grosses machines, et on démarre cette phase de production. Et donc, il y avait tous les essais, toutes les méthodes. Donc voilà, c'était un projet génial à horizon long terme. C'était de se dire, en fait, on fait du recyclage et on fait une économie circulaire. Voilà. Je fais 6 mois de stage. Il s'avère que c'est très compliqué parce que c'est un projet très ambitieux pour la petite PME que c'était, avec plein de problématiques, dont une qui est assez importante, c'est lors du démarrage de la fabrication, il y a eu un accident mortel sur cette ligne. Donc moi j'étais stagiaire, voilà, il y a eu cet accident, c'était très marquant. L'idée c'était d'essayer de quand même essayer de faire marcher cette ligne parce que en fait elle a été commandée en Chine, il n'y avait pas le service après-vente, donc on avait cette machine, on ne savait pas comment la faire fonctionner. Donc après cet accident mortel, il y a eu encore un CDD de 6 mois à la fin de mon stage pour essayer de la faire fonctionner, de sauver un petit peu l'entreprise, et au final, ça n'a pas été possible. Donc voilà, l'aventure s'est arrêtée là, mais ça a été, on va dire, quelque chose de très marquant pour moi parce que je me suis beaucoup investi, j'ai pas compté mes heures pour essayer de démarrer ce projet qui avait du sens. C'était création de 45 emplois dans une vallée où il y a beaucoup de chômage dans les Vosges, on réindustrialise, on fait de l'économie circulaire. Voilà, le projet au global était super chouette, mais malheureusement ça n'a pas fait.
Suite à, du coup, ces 6 mois de stage et 6 mois de CDD, bah, j'ai eu besoin de souffler. Donc, j'ai eu une période de chômage de 6 mois où je me suis questionné. J'ai fait un bon break, j'ai appris à faire du parapente aussi, ça m'a fait du bien. Retour à la nature et au sport. Exactement, voilà. Retour à la nature et au sport. Et après, j'avais toujours en tête de travailler dans la production, de réaliser quelque chose de concret. J'avais pas envie d'être derrière un ordinateur et de faire des tableaux Excel ou de manipuler des données mentales à longueur de journée. J'avais envie d'être un peu voilà, dans un atelier. Et puis d'être au contact de la nature. Donc, j'ai cherché du travail dans les Alpes, parce que voilà, je faisais du parapente, j'avais envie de me rapprocher des montagnes, j'avais envie de me rapprocher. Il y avait mon frère qui était dans les Alpes aussi, de mon frère qui faisait beaucoup de ski. Donc, voilà. Donc, j'ai cherché du travail dans les Alpes et j'ai trouvé un poste de responsable d'équipe de production dans un atelier de métallurgie qui fabrique des très petits tubes en métaux. Et donc, j'ai travaillé pendant 6 ans dans cette entreprise-là. 6 ans dans cette entreprise. J'imagine que tu t'y es plus aussi, du coup. Et qu'est-ce que... avec quoi t'es sorti de cette entreprise? Eh ben oui, je m'y suis plu parce qu'il y avait une dimension humaine qui était importante. C'était une société familiale qui avait été créée dans les années 1930 à Grenoble. Donc il y avait cette dimension-là aussi. C'était pas un fonds d'investissement qui détenait la société. Ça, c'était cher à mes yeux. Et il y avait une bonne ambiance. C'est-à-dire que j'ai tout de suite été bien accueilli. Mon responsable était très ouvert et puis très aidant. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de souci à aller le voir en lui demandant de l'aide. C'est pas toujours le cas qu'on aille demander de l'aide à son responsable sans avoir peur d'être jugé ou mal reçu. Et puis il aimait ça aussi, transmettre. Lui était plus âgé, il avait la volonté de transmettre son expérience. Lui était donc responsable de notre unité et il le disait clairement, c'était former des jeunes ingés au management au travail d'équipe en production. Et en fait, c'est ça aussi qui me plaisait dans ce poste-là, c'est qu'il y avait la dimension humaine, travailler en équipe, et puis il y avait l'aspect concret des choses. Et c'était une société qui globalement avait un sens parce que on fabriquait des tubes qui servaient à sauver des gens. On fabriquait des tubes pour faire des stents, des cathéters. On va dire 80% de l'activité, c'était du médical. Et donc ça m'a plu. Et j'ai commencé par être responsable d'équipe de nuit, puis posté, donc des horaires décalés, quoi, 5h, 13h ou 13h, 21h. Ce qui me laissait du temps aussi pour moi pour aller faire du sport, du parapente, du ski, plein de choses. Un bon équilibre, quoi. Oui, un bon équilibre, ouais. Et donc, Et donc, j'ai passé 6 ans dans cette entreprise, mais je savais que c'était, enfin que j'en ferais pas ma carrière. Disons que l'étape d'après, c'était devenir responsable d'unité, prendre la place de mon chef, en gros. Mais c'était des responsabilités importantes, des astreintes le week-end et tout ça pour donc, potentiellement un salaire conséquent, mais c'était pas le fruit de mon travail. Enfin, comment dire? J'avais le sentiment de le faire pour quelqu'un d'autre. Et puis voilà, c'était quand il faisait beau, je faisais les 100 pas dans cet atelier, dans cette boîte, comme on aime à le dire, en me disant mais non, mais c'est pas possible, je vais pas faire toute ma carrière dans cet atelier de 5000 mètres carrés.
ça peut pas aller. Donc, j'aspirais à autre chose. Je savais au fond de moi que je ferais pas ce métier d'ingénieur. Mais ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été du coup le Covid, où en fait, du jour au lendemain, et ben tout le monde à la maison, tout s'arrête, et puis ben moi je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas si utile de ça dans la société, puisque les opérateurs, eux, devaient aller au travail pour faire tourner les machines, et moi ben je pouvais rester à la maison sans voilà, ça me dérangeait pas que d'être absent. Enfin, ça me dérange pas, ça dérangeait pas l'entreprise que je sois absent, et du coup, ça a posé la question de l'utilité de mon travail. Mais pas seulement, en fait. On va dire que ça a été un des facteurs. L'autre facteur, c'est que du coup, j'étais à la maison et j'avais du temps. Et pendant ce temps libre où on pouvait du coup pas faire de sport, pas sortir, j'ai fait un MOOC sur la permaculture, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et donc c'est un cours en ligne dispensé par l'Université des Colibris, le mouvement qu'a créé Pierre Rabhi. Et en fait, dans ce cours en ligne sur la permaculture, moi je m'attendais à apprendre, on va dire, des techniques agricoles ou des techniques de permaculture. Mais non, j'ai appris plutôt de la théorie, les grands principes de permaculture, et que c'était plutôt en fait un art de vivre que des techniques agricoles. Il peut y avoir des techniques agricoles, mais c'est plutôt un art de vivre. Voilà, c'est stocker l'énergie, réduire ses émissions. Enfin, il y a des grands principes comme ça. Et un des grands principes, c'était en fait passer à l'action, quoi. La permaculture, elle se vit. C'est pour être permacole, il faut rentrer en action. Et donc, c'est un petit peu ce cheminement, c'est cette goutte d'eau qui a dit oui, en fait, il faut rentrer en action. T'as cité Pierre Rabhi, est-ce que c'est un personnage que tu connaissais déjà avant, ou est-ce que c'est parce que t'as fait le MOOC que t'as eu vent de ce qu'il faisait? Non, non, c'est un personnage que je connaissais déjà, parce qu'en fait, j'étais quand même déjà très sensibilisé à toutes ces questions de changement climatique, de vie en société, voilà, il y a eu le voyage, il y a eu dans cette école, on avait un module développement durable, et on a été sensibilisé donc au changement climatique, à la ressource en eau, à toutes ces choses-là, et donc je m'intéressais quand même beaucoup à toutes ces questions qui tournaient autour de l'agriculture, de l'environnement, de la préservation de la planète. J'ai pas découvert ça au moment du Covid, loin de là. Mais c'était une grande phase, on n'en a pas parlé, mais c'était une grande phase aussi de toute cette période-là, pendant que je travaillais à Minitube, un petit peu avant, et qui a commencé au moment de mon développement personnel. C'était comment rentrer en action, quoi faire, que ce soit par mon métier, par mes engagements associatifs, politiques. Voilà, et c'était une question qui était centrale pour moi, c'était quoi faire pour essayer de avoir un monde meilleur. Et pour moi, avoir un monde meilleur, c'était préserver la planète, essayer de limiter le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, c'était tous ces sujets-là. Et donc je lisais beaucoup, je regardais beaucoup de documentaires Arte ou autres. Enfin, j'étais sensibilisé à cette cause-là. On va dire le MOOC permaculture, il m'a fait prendre conscience qu'en fait, ouais, il fallait rentrer en action, vraiment. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, rentrer en action, ça veut dire
aligner les valeurs que je porte, les projets que j'ai envie de voir émerger avec ce que je fais vraiment dans la vie comme métier. Parce que voilà, mais j'aimais être au contact de la nature, faire du sport, mais j'aimais aussi jardiner, être dehors, voilà. On a habité à Grenoble là, dans une grande maison en colocation qui avait un espace dehors. Ben, dès que je pouvais, j'essayais de bricoler quelque chose dehors, planter des tomates, aménager un petit espace carré potager, enfin, voilà, tondre, planter des choses. Enfin, j'aimais ça. Encore Et du donc j'avais, concret, de la nature, de l'extérieur. voilà, tout ça. T'as dit un mot intéressant, t'as parlé d'alignement, alignement des valeurs, alignement de ce qu'on fait, et puis du passage à l'action. Donc là, tu finis ce MOOC en permaculture. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi l'étape d'après? Donc on est en juin 2020. Il y a eu le confinement où je fais le MOOC. Juin 2020, ben, c'est l'année de mes 30 ans. On part en vacances avec des amis et puis pendant une semaine. Et je propose à certains d'entre eux de se dire, mais est-ce que vous, ça vous intéresserait de créer un écolieu, une ferme? Voilà, c'était un peu un rêve, tout ça, mais c'était de se dire, bah, est-ce que ça vous intéresserait de partager ouais, un lieu de vie où on ferait de l'agriculture, où il y aurait des habitats partagés. Ça nous permettrait d'accéder à un beau terrain, une belle maison, enfin voilà, en mutualisant nos moyens. Parce que toujours dans une logique d'être plus résilient, plus respectueux de la nature et en diminuant notre impact, ben, pour moi, c'était une des choses importantes, était l'habitat participatif. C'est-à-dire que dans un même bâtiment, on peut loger plus de monde avec des espaces communs. Tout ça, ça faisait sens pour moi. Et donc, je lance un peu une bouteille à la mer durant ces vacances. Et est-ce que ça vous dirait de faire ça? Et oui, quelques retours positifs, ouais, ok. Et donc, on se planifie une réunion, on commence à en parler. Et je sens que les gens sont motivés. On commence à définir où est-ce que ça pourrait être, dans quelle zone géographique, quel budget on pourrait mettre. Ben voilà, ça se concrétise. Justine, ma compagne, était très partante pour ce projet-là aussi. Ça la tentait. Enfin, quand on en discutait tous les deux, on avait tous les deux des étoiles dans les yeux. Donc, c'était de se dire, bah, en fait, c'est quoi le plus sensé pour se mettre en action, défendre les convictions que je porte, le métier que je fais tous les jours, ben, moi, c'était de faire de l'agriculture bio, locale, agroécologique, et puis politique aussi. Il y avait toute cette dimension-là. T'en as parlé un petit peu là juste avant ton voyage, tu citais tes convictions politiques, genre sans forcément rentrer dans le détail, mais est-ce que tu veux en parler de comment ça s'est construit ça pour toi? Concernant mes convictions politiques, je pense que oui, c'est mon environnement et mes découvertes qui ont fait que je voyais qu'il y avait trop d'inégalités dans le pays, dans le monde, et que une trop grande partie des richesses étaient accaparées par un plus petit nombre. Et une des valeurs essentielles chez moi, c'est l'injustice, et je trouve ça profondément injuste. Voilà, il y a eu des personnages qui m'ont aussi fait grandir et découvrir plein de choses politiquement. Je pense à Étienne Chouard, qui, euh, qui m'a fait découvrir beaucoup de livres, beaucoup de documentaires sur l'état de notre démocratie et de nos systèmes politiques. Et donc, j'ai toujours eu en tête voilà, d'essayer de répartir au mieux les richesses, d'avoir une vision la plus horizontale possible, la plus démocratique possible, où chaque personne peut donner sa voix.
Il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres. L'idée étant de vivre dignement, en paix, en s'écoutant. Enfin voilà, c'était des choses. Et surtout, une question d'échelle. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce projet et de se dire que localement, on peut mettre des choses en place. C'est quoi la suite? Et la suite, donc, c'est de se dire, eh ben, j'ai un groupe d'amis qui est motivé pour se lancer dans ce projet. Mais si on veut vivre de l'agriculture, eh ben, il faut se former. Donc, non, d'abord, on fait avec Justine un week-end de woofing. Donc, le woofing, c'est en fait un échange où on va aider des exploitants agricoles ou des gens qui pratiquent une agriculture pas forcément bio, mais en tout cas raisonnée locale, en échange d'hébergement et de coups de main de la part des woofers. Ah oui, et c'est ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pendant mon voyage, j'ai beaucoup fait ça. Et que c'était un des thèmes de mon voyage, c'est que l'idée c'était d'aller à la rencontre de l'habitant. Et donc j'ai essayé au maximum de faire du woofing. Donc je me suis inscrit sur ce réseau qui est international. Et puis je le proposais de manière opportune à des gens qui n'étaient pas du tout inscrits, mais c'était plutôt un échange de bons procédés en leur demandant est-ce que tu es d'accord que je vienne dormir chez toi en échange que je te donne un petit coup de main dans ton quotidien. Et donc, je fais du woofing avec Justine chez un apiculteur, et là, c'est un petit peu la révélation. Ouah, c'est vraiment trop bien. Je découvre l'univers des abeilles. Ils habitent dans une vieille grange à 1000 mètres d'altitude qu'ils ont retapé dans un cadre idyllique. C'est deux jeunes qui ont la trentaine, dont un ingénieur qui a fait une reconversion. Et forcément, ça donne des idées. J'avais 30 ans cette année-là. On sortait du confinement, retour à la nature. Voilà, c'était aussi une découverte et de se dire, bah, en fait, ouais, ça me plaît. C'était que quelques jours, mais ça nous a beaucoup plu. Pour vivre de ce métier-là, il faut se former. Et je décide du coup de m'inscrire dans une formation qui s'appelle le BPREA. C'est le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, à Die dans la Drôme, donc c'était à côté de Grenoble, parce que je me suis dit, en fait, voilà, si on a cette ferme, il faut bien qu'on ait des diplômes agricoles, parce qu'en France, les jeunes agriculteurs reçoivent des subventions s'ils sont reconnus par l'État. Et cette formation de niveau bac, elle te permet d'être reconnu par l'État comme agriculteur et d'avoir, on appelle la dotation jeunes agriculteurs. Je me dis, allez, je fais cette formation, tout en sachant que il y a la question de la transition. C'est-à-dire, je suis ingénieur salarié, j'ai des revenus plutôt confortables. Si je pars en formation, ben, je dois payer et j'ai pas de salaire. Et en fait, en France, on a un dispositif qui est peu connu, mais qui est génial, qui s'appelle la Transition Pro, qui nous permet de rester salarié de notre entreprise, donc de toucher notre salaire, d'aller en formation. Et en fait, c'est Transition Pro, c'est un organisme qui est géré par les caisses régionales de formation, qui rembourse en fait notre employeur de notre absence. Donc j'ai rempli un dossier en ce sens-là, en faisant un business plan sur potentiellement ce que ça pourrait être notre future ferme. Voilà, donc j'ai pas mal bossé, je me suis renseigné sur Internet. Qu'est-ce qu'on pouvait faire bon, bah, allez, du maraîchage, des petits fruits rouges, de l'apiculture. Donc c'est tout ça, je l'ai bien fait, mais en me disant, bah, il faut faire un dossier pour être accepté et puis on verra bien, sachant que
j'étais pas du tout sûr d'être pris parce que les critères d'importance, c'est ceux qui ont peu de diplômes, qui sont éloignés de l'emploi, qui sont prioritaires. Moi, j'étais salarié, diplôme d'ingé, donc je me suis dit, bon, je fais ça, mais je suis quasi sûr de ne pas être pris. Et ô merveille, je suis accepté. Même moi, j'étais un peu surpris et en fait, voilà quoi, c'est parti. Le changement de vie, il est lancé quoi. Et cette phase de transition, en fait, je pensais qu'elle allait être un peu plus longue. C'est-à-dire que moi, j'avais rempli ce dossier en me disant, bon, remplis un premier dossier, tu vas essuyer un refus, remplis un deuxième. Comme tu as déjà eu un refus, potentiellement, ça va appuyer le deuxième. Et en fait, direct, j'ai été accepté. Donc voilà, on était en septembre 2020 et en décembre, je partais en formation pour 10 mois. C'était pas à Grenoble-Mèbes, c'était à 2 heures de route, donc internat, etc., etc. Retour à l'école, en quelque sorte. Tu voulais de l'action, en voilà. Et oui, et surtout que je me suis décidé un peu sur un coup de tête. Il y a eu ce MOOC que j'ai fait au mois de mai, qui a un peu fait émerger et se dire, OK, il faut rentrer en action pour aller de l'avant, parce que j'étais un peu dans une phase, est-ce que je change de métier pour aller vers quoi? Un métier d'ingénieur dans le développement durable, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, ouais, ça a été de se dire, bon, l'agriculture, ça le fait. Et en plus, il y a des copains qui sont là qui sont d'accord pour faire cette transition. Et c'est quand même vachement plus rassurant et confortable de se dire que on est épaulé et il y a des gens, des connaissances qui sont partants pour cette aventure. Je me décide après nos vacances au mois d'août pour remplir ce dossier et que je fais rapidement. Et puis, 3 semaines plus tard, j'ai la réponse et c'est accepté. Bingo! Et quand on est sorti de cette formation? Tout d'abord, ça a été une découverte. C'est-à-dire que moi, je suis pas issu du milieu agricole. Je connaissais pas, je suis plutôt, voilà, sportif, et donc là, je découvre un nouvel univers, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, découvrir de nouvelles choses. Donc, plonger dans cet univers paysan, fermier, et je découvre le maraîchage, parce que ma formation, c'est la culture principale, c'est le maraîchage, et j'ai 2 options de 2 semaines chacune, qui sont l'apiculture et les volailles. En plus, à Die, dans la Drôme, c'est la bio-vallée, c'est un lieu fort en France historique de l'agriculture bio, locale, où il y a il y a une histoire forte, un ancrage fort de la bio. Et je découvre plein de fermes qui ont des pratiques innovantes, et ça me plaît. Et puis, deuxième aspect important, c'est on change d'univers. Je suis passé d'un univers de l'entreprise avec des codes bien spécifiques, où en plus j'étais le responsable, manager, donc où on a un devoir d'exemplarité vis-à-vis de ses équipes. Ça, c'est normal, mais voilà, c'est aussi, c'était un changement d'univers assez brutal, où on se retrouve en formation avec des gens qui ont 20 ans, qui n'ont pas fait d'études et qui se lancent là-dedans, et puis des gens qui ont 55 ans, qui étaient chargés de patrimoine, à travailler dans des grandes banques, et qui se reconvertissent. Donc c'était en fait un univers génial, hyper respectueux, où on a appris à se connaître. Vraiment chouette. Suite à ces 10 mois de découverte, humaine, personnelle, d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui s'est passé assez rapidement, en fait, je suis rentré en formation en décembre, 1er décembre, et au 1er janvier, j'apprends que les copains avec qui je voulais
monter cette ferme, cet écolieu, bah, ça leur a fait un petit peu peur et ils se retirent du projet. Et donc bah, là, ça a été un peu la catastrophe pour moi de se dire, la seule chose qui était connue pour ce changement de vie, c'était, l'environnement autour de la ferme. Je connaissais pas le métier, je savais que c'était risqué. Se lancer dans l'agricole, ça clairement, c'est pas très rémunérateur. On le fait pas pour l'argent en tout cas. Mais je savais que je voulais le faire, en collectif et donc le collectif, la seule chose qui était, définie n'est plus et donc là, c'était un petit peu, ben, mince, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que c'était comme ça, c'était aussi le déclic qui m'a fait passer le cap pour me lancer et partir en formation. J'y étais et donc ben, voilà, j'ai profité de cette formation, à fond, mais c'est vrai que c'était, aussi une grande phase, d'interrogation, de questionnement puisque, ben, en fait, je me retrouvais seul. Justine, elle avait envie de s'investir dans un projet agricole, mais pas forcément, en couple. Et puis, c'était vachement moins sexy de se retrouver, dans un collectif avec des copains qu'avec des gens qu'elle connaissait pas, que moi non plus et donc il y avait tout à construire. Donc c'était une phase aussi, bah, en fait, qu'est-ce qu'on va faire demain? Et donc c'était aussi ça une idée du BPRA, c'était d'apprendre des techniques agricoles, mais aussi de, rencontrer, du monde, se forger un réseau pour, peut-être, rencontrer des futurs associés. Au final, j'ai rencontré plein de gens, mais il n'y a pas eu d'association avec eux à la fin de ma formation. Ce qui s'est passé donc septembre, 2022, la formation se termine. J'avais lancé pas mal de bouteilles à la mer, pas mal de pistes sur, voilà, comment créer, rejoindre, un collectif parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont assez complexes, en fait. Il faut trouver des terres, il faut trouver, des bâtiments, il faut trouver des logements autour, de Grenoble, c'est un bassin de vie important, avec le prix du foncier, qui coûte très cher et donc ben, pas forcément trouver de lieux et de collectifs, à créer. Du coup, la question, c'était comment créer, rejoindre ça, par quel pied prendre le problème? Est-ce qu'il faut d'abord trouver, un terrain et essayer de construire un collectif autour? Est-ce qu'il faut d'abord trouver un collectif? Mais quand on n'a pas de terrain, c'est compliqué. Donc voilà, c'était, une phase, très enrichissante, mais aussi, avec beaucoup de doutes et de questions sur la suite. Fin de la formation, j'ai fait un stage dans une ferme à côté de Grenoble qui est très chouette, qui s'appelle les Jardins Épicés, où j'ai été très bien accueilli. C'est une ferme où il y a 4 associés qui est en collectif et c'était clairement pour moi un modèle, à suivre. C'est pour ça que je l'avais, choisi comme ferme référente de mon stage. Ça se passe bien et ils décident de m'embaucher, 2 mois pour terminer la saison. Donc je finis l'année 2022 en faisant du salariat agricole, chez eux. Et puis après, bah, c'est un peu, que faire? Des gros doutes, des grosses questions, à nouveau. Comment tu trouves les réponses à tous ces questionnements? C'est les proches. Moi j'aime beaucoup, avoir, aussi parce qu'on est 2 dans cette aventure, Les ressources, c'est, les proches, c'est, un petit peu il y a des organismes qui accompagnent les porteurs de projets en agriculture. Il y a l'ADAR, un peu la chambre d'agriculture, qui est on va dire un service qui s'appelle le point accueil installation, qui répertorie, tous les porteurs de projets, qui essaye de les mettre en lien avec les fermes qui sont à reprendre ou les collectifs, à créer. Mais
il n'y a pas vraiment de ressources bien établies. En tout cas, moi, je l'ai pris un peu comme ça. C'était des moments de réflexion avec un jour, c'était l'idée, le lendemain, ça change. C'était un petit peu les montagnes russes. Donc, fin 2022, fin du salariat agricole. Fin du salariat agricole, plein de questionnements. Et une des questions, c'était que faire l'hiver? Parce qu'en fait, c'est un métier où il y a des saisons. Et il s'avère qu'en fait, en 2018, j'avais passé le concours d'entrée pour être moniteur de ski de fond. À l'époque, j'étais salarié dans mon entreprise de tubes et je me posais déjà des questions. Je pratiquais le ski de fond en loisir. Et puis, mon frère, qui est moniteur de ski alpin, lui, m'avait dit, en me lançant un peu une sorte de défi, mais pourquoi t'essayes pas de passer ce test? Ça coûte rien, c'est gratuit, et puis, bah voilà, toi qui te poses des questions sur ton avenir, essaye ça. Et sans trop m'entraîner, en 2018, je passe ce test et je suis reçu. Voilà, ça s'arrête là, je suis reçu. J'étais salarié à l'époque, je pouvais pas continuer cette formation. Et donc, ce test était valable 3 ans et ben, j'en ai rien fait. On est en 2022 et là, la réflexion est de se dire, bah, en fait, il y a 4 ans, tu as passé ce test. Au final, ça peut être assez judicieux d'avoir une double activité et de faire de moniteur de ski l'hiver. Ça permettrait de mettre du beurre dans les épinards. Et donc, je me dis, ben voilà, je vais faire ça cet hiver, je vais passer ce test et m'entraîner sérieusement pour essayer de l'avoir à nouveau. Et donc, ça m'a occupé une bonne partie de l'hiver. Voilà. Et test que j'ai obtenu, j'ai pu, dans la foulée, partir en formation. Et donc, maintenant, je peux enseigner le ski de fond contre rémunération. J'ai pas le diplôme final, mais voilà, je peux, je peux enseigner contre rémunération en tant que stagiaire. C'était une corde de plus à mon arc, ce qui me permettait dans ma tête, voilà, d'arrondir les fins de mois et de faire une transition en se disant, bon, bah, pour l'instant, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de collectif. Une des pistes, c'est le ski de fond et ben, j'avais rien d'autre à faire de mieux en hiver, donc voilà, je me suis lancé là-dedans. La partie, d'un côté, on va avoir une saisonnalité avec le ski de fond l'hiver, au moins pour ce temps-là. Et puis après, au printemps, là, tu reprends les activités autour de l'apiculture et du maraîchage. Et voilà, alors du coup, après la saison on va dire, de maraîchage en 2022 vient l'hiver, je me consacre au ski de fond, mais il y a toujours la question de qu'est-ce que je vais faire cet été. J'ai pas de collectif, j'aimerais bien me former pour prendre un peu d'expérience, ça me permettra de rencontrer des gens. Mais j'avais dans ma tête la volonté de déjà démarrer de manière concrète une activité. Et donc, l'activité la plus facile à démarrer, c'est l'apiculture, puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup de terrain, de beaucoup d'infrastructures pour pratiquer un petit peu l'apiculture. Et il s'avère que via le syndicat apicole auquel j'adhère, j'ai pu trouver un terrain pour poser des ruches à 20 minutes de Grenoble. Et il s'avère que ce terrain, c'était une friche et qu'il était suffisamment grand pour aussi y faire pousser quelques légumes et qu'il y avait de l'eau. Au hasard des choses, je me dis, bon, ben, il y a un petit peu de place pour faire pousser des légumes, il y a un petit peu d'eau. Pourquoi j'essayerais pas aussi un petit peu de maraîchage? Et en fait, tout ça s'est fait très vite, on va dire en quelques
jour, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que tu fais cette saison? Alors, il y a eu un peu un incident, c'est que j'avais prévu de travailler chez un maraîcher et un changement inattendu est arrivé. J'allais être papa en plein été. Du coup, en plein mois de juillet, quand j'ai annoncé cette heureuse nouvelle à ce maraîcher chez qui je devais travailler, on en est arrivé à la conclusion que ça allait pas être possible que je travaille pour lui la saison. Moi, j'avais envie de profiter clairement de mon congé paternité et des premiers moments de vie avec mon fils. Et donc voilà, on arrive au mois de mars. Je me fais lâcher en quelque sorte par ce maraîcher. Et du coup, j'ai l'opportunité de ce terrain. Et bon, ben voilà, en quelques jours, ok, ben, je me lance dans l'apiculture. J'ai acheté quelques ruches, une dizaine, un petit peu de matériel, et puis voilà, c'était concret, c'était lancé, et j'ai démarré ma saison de cette manière-là. En fait, je pense qu'il y a une erreur qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est qu'on parlait de 2022, mais je pense qu'on parlait de 2021. Et que là, Oh, ouais, que là, on se retrouve maintenant en mars 2022. c'est exactement ça. Fin de mes études 2021, hiver 2021-2022, je passe ce test de ski de fond, et mars 2022, j'achète 10 colonies d'abeilles. Je plante des patates, des potimarrons, des butternuts, des carottes, des choux. Et puis, j'essaye ça. Je crée mon auto-entreprise. Et voilà, j'étais lancé rapidement. Je pensais pas me lancer aussi rapidement dans l'aventure, mais voilà. En fait, c'est marrant parce que sur le moment, on réalise pas que c'est des décisions importantes. On a un peu une opportunité. J'étais complètement excité par le fait que ouah, j'ai un terrain, parce que ça aussi, je galérais à chercher un terrain pour mettre des ruches. Moi, j'habite en pleine ville, j'ai pas de terrain pour mettre des ruches. D'un coup, il y a cette opportunité-là. On peut mettre des ruches et en plus, on peut faire du maraîchage. J'avais rien d'autre à faire en échange. Et donc voilà, je me suis décidé un peu à la va-vite, mais voilà, c'est fait. Et alors maintenant? Aujourd'hui, je suis toujours dans une phase de transition, c'est-à-dire que l'objectif de rejoindre ou créer un collectif est toujours en tête. C'est vraiment l'objectif. Je me suis rendu compte là en faisant une première saison que je n'aimais pas travailler tout seul. Enfin, c'est quelque chose déjà que j'avais identifié, d'où le collectif. Là, je l'ai vécu, j'en suis sûr. Alors le collectif, ça implique du temps à passer et des sacrifices à faire, mais je pense qu'on va moins vite, ça c'est sûr. Par contre, je pense que on a beaucoup plus de bénéfices à être en collectif, mais il faut en tout cas soigner le collectif, prendre du temps pour discuter, se mettre d'accord sur les objectifs, les valeurs et tout ça. Et donc aujourd'hui, je suis toujours dans une phase de recherche. Donc j'ai quelques pistes pour voilà, rejoindre un collectif autour de Grenoble. Je me suis aperçu aussi que c'était beaucoup plus simple une fois qu'on était sur le territoire. Voilà, quand j'ai commencé à cultiver ma parcelle, et les voisins, les gens autour se sont intéressés. Il y a une dame un jour qui s'est arrêtée, qui m'a dit moi j'ai un terrain juste là en dessous, est-ce que ça vous intéresserait de le cultiver parce qu'en ce moment il y a des vaches, les vaches ça me plaît pas trop. Enfin, ça peut aller assez vite en fait, mais une fois qu'on est connu, ancré sur le territoire, il y a de nombreuses opportunités qui s'ouvrent à nous. Est-ce que le fruit de ton travail, à la fois le miel et à la fois les légumes, est-ce que tu le vends? Est-ce que tu le... Oui, alors du coup, le but de l'apiculture, c'est quand même de produire du miel. Moi, j'ai produit un petit peu de pollen l'année dernière et un petit peu de propolis aussi. Donc, j'ai récolté 180 kilos de miel. J'ai récolté
à la louche 500 ou 600 kilos de légumes, et donc que j'ai vendu sur le marché qui est juste en bas de chez moi à Grenoble. Donc voilà, j'ai fait faire une bâche, j'ai acheté une balance, enfin voilà, un petit stand de 2 mètres linéaires. Anecdote assez drôle, j'arrive à tout mettre dans ma voiture qui est une Skoda Octavia assez récente qu'on avait achetée avec Justine pour se dire ouais, bah, maintenant on va être 3, c'est bien si on a une voiture assez propre et tout. Et ben 4 mois plus tard, je mettais des caisses de choux, des ruches. Et du coup, non, c'est pour le clin d'œil, mais pour dire que c'est assez précaire. Mais l'idée étant de mettre les mains un petit peu dans le cambouis et de se forger une expérience dans un moment de vie qui est rassurant, puisque ce que j'ai pas dit dans cette phase de changement, c'est que j'ai du coup pu garder mon salaire durant toute la durée de la formation. J'ai même pu bénéficier d'un financement d'une partie de la formation via ce dispositif Transition Pro. Et ensuite, j'ai pu faire un dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, où en fait on bénéficie du chômage, du coup pendant 2 ans, si on a un projet de création d'entreprise réel et sérieux. Donc, on doit passer devant une commission qui examine notre business plan. Et donc, à partir de septembre 2021, j'ai officiellement démissionné de mon entreprise. Et donc là, je bénéficie du chômage jusque début 2024. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai pu me faire cette phase de transition qui est précaire. Clairement, la production que j'ai ne me permet clairement pas de sortir un revenu, un salaire, mais c'est plutôt pour moi une phase de montée en puissance, de test, d'expérimentation. Voilà, vaut mieux démarrer sur 10 ruches et faire des horaires sur 10 ruches que en démarrer sur 150 et perdre la moitié, quoi. Donc c'était un petit peu ça mon idée. Pour l'instant, j'en suis là. Donc là, on est en hiver. J'ai pu enseigner en ski de fond. Donc ça, c'était voilà aussi un nouveau métier en plus. Donner des cours de ski, j'avais jamais fait. Et transmettre. Il y a toujours de l'humain, il y a toujours le contact avec la nature et c'est chouette. Ça demande de la patience, hein. Je pensais quand on travaille avec des enfants, des scolaires, des gens qui ont en plus ont pas forcément envie d'être là, faut s'adapter aux conditions, à son public. Donc c'était de nouveau un changement, une nouvelle chose qui s'est bien passé. Et donc pour la saison qui arrive, je vais augmenter mon cheptel, mon nombre de ruches. J'en ai acheté 30 supplémentaires et je vais toujours cultiver sur la même parcelle des légumes. Et voilà, l'idée c'est d'arriver à faire 500 kilos de miel cette année, à vendre sur les marchés, aux copains et voilà. Et en parallèle, eh ben, de trouver un endroit définitif où poser ses valises pour avoir une activité qui soit viable à long terme. C'est-à-dire des surfaces suffisantes en maraîchage, des bâtiments pour le miel, parce qu'aujourd'hui j'ai un garage de 16 mètres carrés, mais c'est pas viable. Enfin, disons que j'arriverai pas à en vivre dans ces conditions-là. Donc un peu impatient de trouver l'endroit où je vais poser mes valises, mais aussi un petit peu inquiet, puisque au final, une saison, ça passe vite, et fin d'année, le chômage s'arrête, et ben, faudra bien continuer à vivre, subvenir aux besoins de ma famille, à mes besoins. Donc c'est aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions, d'interrogations. Et une chose
qui au début de mon changement de vie m'inquiétait peu, parce que c'était loin, mais aujourd'hui se rapproche. Bah, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que le jeu en vaut un petit peu la chandelle? Surtout que je suis dans, on va dire, j'ai un environnement où la majorité de mes amis à Grenoble sont ingénieurs, cadres sup. Donc, on va dire, les évolutions de vie, les copains progressent et c'est tant mieux. Et sur leurs évolutions de carrière, sur l'achat de leur maison. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Et du coup, c'est assez inquiétant, assez questionnant. Ça pose vraiment question. Donc, cette inquiétude-là, je l'avais peu. Et puis, bah, elle se fait de plus en plus ressentir sur ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que. Voilà. Après, j'ai la chance d'avoir ce diplôme d'ingénieur. Et c'est, on va dire, je l'aurai toujours. Et je pourrais toujours revenir en arrière. Et c'est aussi une grosse condition de mon changement de vie, c'est de se dire que je peux revenir en arrière. Mais ce que j'ai toujours dit, et je pense qu'il est très important, c'est revenir en arrière, c'est pas possible à 50 ans. C'est-à-dire, on peut pas changer de vie à 50 ans, mais si à 30 ans, on change de vie et on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on n'y arrive pas, on peut revenir en arrière en espérant qu'il n'y ait pas, pas eu de casse en quelque sorte. Mais donc voilà, ça a été ça mon pari, de se dire bah en fait moi peut-être que ça marchera pas ce changement de vie, mais au moins j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'aller au bout des choses et bon, si ça marche pas, j'aurai pas de regrets, j'aurai tenté la chose. Est-ce que tu penses que tu aurais fait ces changements s'il n'y avait pas la sécurité derrière? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais pris ces risques-là. Ouais, je sais pas. Tu parlais de Pierre Rabhi avant. Est-ce que t'as des personnages comme ça, des gens qu'on pourrait suivre, des gens à qui il faut qu'on s'intéresse, des modèles, des inspirations? Pierre Rabhi, oui. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, j'en ai déjà parlé, c'est Étienne Chouard. Il a plein de défauts, mais c'est un acharné de la justice, en quelque sorte, il est droit dans ses bottes. Enfin, je pense qu'on peut, son modèle me plaît. Après, disons que j'ai pas de nom qui vient comme ça directement, mais j'ai beaucoup lu d'histoires de gens qui se sont reconvertis, notamment un livre, Comment créer sa micro-ferme. C'était pareil, c'était pendant la période de confinement, l'histoire de deux jeunes cadres qui changent de vie. Donc c'est plein de petites histoires. On va dire, j'ai pas un modèle, mais moi je suis plutôt plein de petites briques, plein de modèles, de plein d'histoires que j'essaye de compiler et d'essayer de créer un lien avec tout ça. C'est pas très clair, mais ça résume un petit peu le fait que je m'inspire de beaucoup de choses, je pense dans plein de, plein de domaines différents, parce que j'aime m'intéresser à des domaines qui sont assez différents, assez variés, et que j'essaye de faire du lien entre ces domaines, même s'il n'y en a pas forcément qui soit clair et établi. C'est ce qui m'anime, et c'est d'avoir une vision un peu la plus globale possible de ce que pourrait être un monde qui tourne bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais oublié de dire? Oui, sans doute, plein de choses. L'essentiel, c'est pour l'instant, je suis heureux dans cette vie qui est nouvelle. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, mais voilà, ça me plaît et j'ai envie de continuer et j'espère et je suis convaincu au fond de moi que j'y arriverai. Après, par quel chemin il faudra passer, ça c'est la vie qui le décidera et c'est un peu ça qui est beau dans cette aventure.